Bonjour, bonne année. Un peu tardif, j'étais un peu absent. Il s'est passé quelque chose hier soir d'intéressant. Donc je me sens obligé de vous en parler parce que c'est la première fois que je le vois à l'œil nu. Comme je vous avais... Alors je vous lis le sujet, sujet ufologie, hein. Donc pour ceux qui ont peur de l'ufologie, vous ne regardez pas la vidéo, et puis pour les autres, bah, vous regardez. Mais moi, je ne suis pas un croyant, je vois et je dis ce que je vois. Je ne crois pas aux extraterrestres, je les vois, c'est différent. Donc si on veut me faire croire en Dieu, eh ben, tant que je ne l'ai pas vu, je n'y crois pas. Voilà, donc c'est pour vous dire dans quel schéma psychologique je m'inscris. Moi, je suis un scientifique, un pragmatique. Donc quand je vous parle de ce que j'ai vu hier soir, eh ben, c'est parce que c'est quelque chose de réel qui ne peut pas être remis en cause. Donc, on sait par définition que le phénomène ufologique est très furtif, et quand on arrive à le voir, eh ben, on est content, parce que bah, c'est pas souvent qu'on en voit, quoi. Donc voilà. Alors, je vous explique, j'ai pu voir à l'œil nu, pour la première fois, un orbe. Alors, ça, c'est un truc que j'avais réussi à voir en caméra infrarouge. Donc, en fait, le rôle des orbes, c'est ni plus ni moins que des drones d'observation ou d'influence, hein. Mais c'est des technologies utilisées par les extraterrestres pour observer notre monde, comment on vit, comment on a évolué socialement, etc. Et probablement dans un but de rencontre future pour savoir si notre niveau d'évolution est suffisant ou pas, et s'il faut nous aider à évoluer, etc. Donc en fait, ces technologies Orb, ça sert à ça. Alors, il se trouve que pour la deuxième fois, enfin, dans un témoignage que j'avais fait déjà sur une vidéo précédente alors moi j'ai des playlists, hein, si vous vous intéressez à toutes les vidéos d'ufologie que j'ai fait, vous allez dans la playlist et vous verrez tous mes témoignages dans l'ufologie. Donc moi je viens juste renseigner la base de données des témoignages qui sont, je pense, la chose la plus crédible et la plus intéressante dans l'ufologie. Ce qui n'est pas intéressant dans l'ufologie, c'est les gens qui en vivent et qui en tirent un intérêt personnel parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Donc ils sont sujets à fabuler beaucoup plus que ceux qui simplement sont de simples témoignages qui n'engagent à aucun bénéfice, mais parfois même l'inverse. D'ailleurs, il faut faire attention à qui on en parle parce qu'on est sûr d'avoir l'effet négatif. Euh, donc, j'ai vu un orbe pour la première fois, alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, c'est une image approchée de ce que j'ai vu, mais je vais vous expliquer à quoi ça ressemblait. Parce que pour le voir à l'œil nu, je vous dis, c'est super furtif, et en fait, c'est un coup de bol. C'est qu'en fait, l'orbe est passé à un endroit, et il y a eu un effet, comme j'étais dans la pénombre, très importante. L'orbe, j'ai pu le voir parce que il est passé très proche de mon écran d'ordinateur, tout en haut ici, là. Et il y a eu un effet, il y a eu une interaction entre l'orbe et l'électronique de l'écran, qui fait que, d'abord, je l'ai vu passer devant l'écran, tout en haut, mais je le voyais flou et puis c'était ni point ni c'était comme c'est comme si vous voyez les fumeurs quand ils font sous l'eau, il y a des gens qui s'amusent à faire ça sous l'eau, ils fument sous l'eau, c'est-à-dire ils font des bulles de fumée sous l'eau. Voilà. En gros c'est ça, c'est un orbe, c'est une bulle de fumée mais très translucide. Et donc c'est blanc, translucide, très, très furtif. Alors c'est difficile à voir, hein. Alors si j'avais été en plein jour, je ne l'aurais pas vu. Si j'avais allumé le plafonnier, je ne l'aurais pas vu non plus. Et là, c'est pas vraiment parce que j'étais dans la pénombre avec seulement deux lampes à LED de déco, qui font rouge, blanc, bleu. Là. Donc ça illumine la pièce, mais très peu. On est vraiment dans une pénombre illuminée très faible. C'est vraiment plus faible qu'un clair de lune même. Donc, je l'ai vu passer devant l'écran parce que bah, il y avait entre le fond d'écran qui est un petit peu lumineux et puis l'orbe, bah, ça le faisait mettre en évidence. Mais en dehors de l'écran, je ne pouvais pas le voir, en fait. C'était vraiment un phénomène optique, quoi, qui faisait que son système furtif, il n'est pas totalement invisible, en fait. Il est juste invisible dans la lumière, mais dès qu'on est dans la pénombre, on peut arriver par des phénomènes de croisement de lumière, on peut arriver à les voir, en fait. Donc c'était gros comme une clémentine, bien rond, bien sphérique. Et quand il est arrivé dans le coin de l'écran, comme il y a la lampe à LED qui est pas loin, l'effet de lumière s'est fait et j'ai pu voir l'intérieur électronique de l'orbe.
Donc c'est là que ça prouvait bien que c'était une technologie. Et c'est très beau à voir, hein. C'est très joli. Alors je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je vais couper les lumières. Alors d'abord, je vais l'allumer, parce que ça ressemble à quelque chose qu'on connaît en fait. Euh, voilà, ça c'est une boule à plasma. Donc vous voyez, on le voit, mais le plasma on le voit à peine. Donc là le plasma il est bleu. Donc moi ce que j'ai vu, je voyais l'énergie électrique à l'intérieur de l'orbe et tout le réseau électronique, mais il était visible parce qu'en fait c'est optique, quoi. C'est comme de la fibre optique où on voit la lumière qui passe dans les fibres en fait. Donc là, mais c'est beaucoup plus joli parce que c'est scintillant, c'est brillant, c'est comme des petites étincelles. Quand on fait de la soudure, ça fait des petites étincelles. On voit l'électricité qui circule et puis ça fait des petites étincelles au bout. Alors ça c'est beaucoup simplifié ce que je vous montre parce qu'en fait là, on voit que les arcs électriques sont relativement rectilignes. Alors qu'en réalité, quand on regarde l'orbe, ça fait plein de zigzags et c'est un peu comme un arbre en fait, dont le centre des branches dont les branches prennent leur centre au milieu, et vous avez des réseaux très compliqués comme ça qui vont vers la surface en fait. Et de temps en temps, vous voyez des petites étincelles qui apparaissent sur la périphérie. C'est très, très beau à voir. Mais c'est pas plus visible. Vous voyez, on le voit à peine là à l'écran. Je dirais même un peu moins encore visible que ce que vous voyez à l'écran à l'image. Moi, je peux vous. Donc là, je vais vous montrer quand c'est éteint. Donc là, vous allez le voir un peu mieux, histoire que ce soit plus parlant pour vous. Donc voilà. Donc voilà. Dans une pénombre, comme vous me voyez là, euh, eh bien, en fait, il y a une espèce de truc un peu lumineux comme ça, mais un peu moins lumineux que ce que vous voyez là, mais qui vous c'est-à-dire qu'au début, c'était juste de la fumée, et quand ça arrive dans le coin de l'écran, il y a tout le réseau électrique lumineux qui est apparu, mais qui n'était pas bleu, mais plutôt blanc et petites étincelles jaunes. Voilà, c'est pour vous décrire le mieux possible. Bon, je vais remettre la lumière. Hop. Et voilà. Et donc, pour vous expliquer qu'en fait, alors ces orbes, moi, il y en a déjà qui me sont passés à travers le corps et c'est pas très agréable. Le corps met environ 24 heures à récupérer. Ça crée un petit peu des dommages dans les cellules, mais léger, hein. C'est un peu des phénomènes électromagnétiques que les cellules n'apprécient pas, donc ça peut traverser la matière. C'est des orbes immatériels en fait, et furtifs, et donc il a traversé l'écran, après il a traversé le mur et puis il est parti. Voilà. Alors il se déplaçait pas vite, il se déplaçait tout doucement. Et voilà. Donc je suppose il en existe de plusieurs types, hein. Ça c'est même certain, parce que j'en avais filmé, ils étaient gros comme des oranges, à travers la caméra infrarouge. Donc à travers la caméra infrarouge, on voyait que quelque chose de lumineux, blanc. Voilà, c'était l'infrarouge. Mais là c'était intéressant parce que là je pouvais vraiment voir le détail de l'intérieur et c'était plus intéressant que ce qu'on peut voir d'habitude. Alors les orbes, c'est qualifié comme étant un phénomène un effet optique sur les caméras ou sur les appareils photo. Mais ils expliquent pas trop comment cet effet optique fonctionne. Voilà, il y a un reflet qui serait fait sur des poussières, mais pourquoi ça le fait pas tout le temps, etc. C'est pas expliqué. Alors ça fait peut-être partie un peu de la désinformation. Alors donc les orbes, c'est une preuve, quand on en voit, c'est une preuve pour soi de technologie extraterrestre, parce que c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. Tout ce qui est technologie immatérielle et invisible, on ne sait pas faire, hein. C'est vraiment, moi j'ai un bac plus 5, et je m'intéresse à toutes les sciences. Sur Internet, je vous jure qu'on trouve rien qui expliquerait le fonctionnement de ces choses-là. Donc c'est des technologies furtives, voilà, tout simplement, qui ne présentent pas de danger. Alors ce que j'ai fait quand je l'ai vu, j'ai eu un réflexe, j'ai soufflé. Parce que je voyais bien qu'il se déplaçait, puis alors j'ai pas voulu le toucher parce que c'est électrique, hein, quand même. J'ai soufflé pour voir si ça allait le faire bouger ou pas. Non, il était totalement insensible au vent que j'ai fait en soufflant. Alors il était à portée de ma main, quoi. Il était à 1 mètre de moi, quoi. C'est la distance entre moi et l'écran, quoi. Donc voilà, donc je suis content, j'ai vu, j'ai vu un orbe. Et puis il y a non, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, j'ai eu un bruit électronique dans ma maison. Mais un bruit électronique qui est pas conventionnel. Je vais essayer de vous le limiter. Ça fait bzzz, tic, 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 ting, ting. Bon, c'était pas vraiment ça, mais
le rythme et les sons n'étaient pas tout à fait les mêmes, mais un son électronique comme ça, est assez étrange, qu'on n'a pas sur Terre, sur aucune technologie, parce qu'on n'a pas d'appareil électronique qui fait ce genre de son, de bruit. Un peu comme un récepteur radio, mais qui reçoit des informations binaires et sonores, quoi. Un truc un peu bizarre, comme un système de communication. Et je pense que c'était des humanoïdes qui étaient présents, mais en, en phase furtive, c'est-à-dire on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les voir, mais ils ont été trahis par leur technologie qui a émis du son, qui prouvait qu'ils étaient présents et qu'ils étaient dans la pièce. Alors c'était pas un son très très fort, hein, c'est un son assez doux. Donc en fait, bah, on est beaucoup sujet à observation. Alors qu'est-ce qui en ressort d'intéressant dans tout ça? Là, je suis en train de regarder des vidéos là, d'une chaîne où il y a beaucoup de vidéos là. Je ne peux plus vous dire le nom du site, mais si vous allez sur ma chaîne Facebook, de temps en temps, je partage des choses assez intéressantes, soit dans le domaine de l'écologie, soit dans le domaine de l'ufologie. Vous allez sur mon Facebook et vous allez voir un peu tout ce que je regarde. Et puis quand j'en ai une qui est pas mal, quoi, je la partage. Donc ça vous permet de nourrir votre culture et de comprendre un peu mieux le phénomène. Et globalement, l'ufologie, c'est quelque chose que le gouvernement veut dissimuler. Et pas seulement le gouvernement, mais aussi des êtres pas vraiment humains, qui ressemblent à des humains, mais qui n'ont pas un comportement très humain, et puis qui disent de ne pas publier des livres, qui font des menaces physiques envers les gens, etc. Qui peuvent même aller jusqu'au qu'on amène les Men in Black. Mais Roro, là, dans le témoignage de Roro, c'est stupéfiant, hein, parce que quand il en parle, on voit bien que c'est un vécu, que c'est pas une histoire qu'il raconte pour amuser la galerie. Et parce qu'il a été menacé directement et menacé avec des techniques d'intimidation militaire de haut niveau, quoi, comme j'ai jamais vu, quoi. Et ça, c'est des choses qu'on voit même pas dans les films, quoi. Donc, c'est intéressant de savoir que bah, il y a tout un tas de personnes en fait qui souhaitent pas que ce soit diffusé. Et la question c'est pourquoi est-ce que alors on dit toujours on veut pas diffuser pour pas faire paniquer les gens. Moi la panique des gens j'y crois pas. Que les gens aient peur, oui, parce qu'il y en a qui ont peur de tout. Mais la panique du tout, non. Par contre, il y a des intérêts privés, personnels, à ce que ça soit pas divulgué. Et moi, en tant qu'écologiste, hein, enfin, je fais de la recherche écologique, c'est plus ça, pour essayer, bah, déjà pour moi, avoir les meilleures solutions techniques. Et de toute évidence, le gouvernement a en sa possession des technologies qu'il a volontairement dissimulées auprès de sa population, pour deux choses. La première, c'est la culpabilité. Alors, un politique ne peut pas être coupable par définition. Quand il fait une erreur, il va jusqu'au bout et il la conteste tout le temps. Ça, vous le constatez au cours du temps, hein, comme moi. Alors ça, c'est la première chose, c'est qu'il a fait dissimuler des choses dans le passé et qui mettent qui peut faire qu'il soit embêté après et accusé d'actes graves finalement, parce que cette dissimulation, en fait, aurait pu empêcher des malheurs et des mauvaises choses sur Terre, quoi. Donc déjà, il y a un problème de culpabilité des responsables politiques. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi un problème d'intérêt financier personnel, c'est-à-dire les politiques sont financés, hein, c'est-à-dire leurs partis sont financés par des lobbies. Donc le lobby du pétrole, le lobby du tabac, qui est très rémunérateur, le lobby de la pharma, ça alimente les partis qui leur permettent de construire leurs programmes, etc. Et donc ils ont des intérêts personnels très forts liés à l'industrie en place. Et comme les technologies extraterrestres, c'est des technologies de rupture, c'est-à-dire qu'en fait, bah, du jour au lendemain, on ruine les industriels avec des technologies comme ça. C'est-à-dire que tous les investissements qui ont été faits dans l'industrie, qui sont en cours d'investissement, etc. Je prends la voiture électrique par exemple, bah, on est en train d'investir massivement pour produire des voitures électriques peu chères, euh, le mieux possible par rapport à l'état de notre connaissance actuelle. Mais il se trouve que les extraterrestres ont proposé des technologies finalement très supérieures à nos meilleures voitures électriques et qui remplaceraient la batterie, qui supprimeraient le problème des poussières de pneus, des poussières de plaquettes de frein, tous ces polluants qui rentrent dans nos poumons et qui nous tuent par le cancer, la maladie et cette mauvaise chose.
l'odeur de l'air, enfin, il y a les technologies extraterrestres ont ce gros avantage d'être neutre vis-à-vis de l'environnement, quoi. Silencieux, pas de poussière, pas de gaz et de pollution. Bon, il faut se tenir un peu à distance par rapport au phénomène électromagnétique. Il y a des petites précautions, mais hormis ça, il n'y a rien, quoi. C'est très très neutre. Les ovnis ont un impact environnemental qui est nul, quoi. Peut-être juste pour leur construction, il y a un impact environnemental pour l'extraction minière et puis avoir les matériaux modernes, mais voilà, c'est tout, quoi. Et encore, ils sont même capables de créer de la matière, hein. Parce que la matière, c'est ni plus ni moins qu'une vibration. En fait, c'est de l'énergie qui est emprisonnée entre le proton, les électrons. C'est comme une bulle d'énergie, en fait, un atome qui constitue la matière et qui, de par sa structure interne, forme. Et en fait, c'est ni plus ni moins qu'une construction complexe électromagnétique et électrique. Voilà, en gros. Donc, c'est théoriquement, on pourrait imaginer que, bon, très complexe, certes, très énergétique aussi, mais théoriquement, on pourrait créer de la matière à partir de juste de vibrations, finalement. Bon, je dis pas que c'est simple. Mais c'est théoriquement possible, en fait. On peut créer des générateurs de matière, c'est tout à fait possible. Et dans les témoignages ufologiques, il est beaucoup question de technologies qui sont capables de créer des objets, comme ça, directement, à partir de rien. Donc c'est crédible. Moi je trouve que c'est tout à fait crédible du point de vue scientifique, mais pas du tout à notre portée, hein. Mais sans aller jusque-là, nous sur Terre, là on est vraiment en crise de l'énergie en ce moment, c'est vraiment critique, quoi. Donc on est vraiment en grand besoin d'utiliser ces technologies qui sont dissimulées par l'intérêt personnel des dirigeants finalement, dont la conscience est de plus en plus lourde à supporter. Bon, peut-être pour certains, avoir la conscience lourde et mentir tout le temps, ça les gêne pas. Mais, mais ça pèse sur la conscience et ça se voit sur la couleur de l'âme. Pour les extrasensoriels, c'est assez facile à voir. Donc, on peut mesurer le poids des décisions sur la couleur de l'âme, ça affecte, hein. Vraiment, les pensées et les actes du passé affectent la couleur présente de la couleur de l'âme, ça fait aucun doute. Et ben, certains d'entre nous peuvent le voir, quoi. Donc, et puis on peut me faire des remarques que ces gens-là n'aiment pas recevoir, mais qui sont assez lourdes de conséquences, quoi. Donc c'est un poids à porter, quoi, toutes ces mauvaises choses. Donc en fait, il faut que, d'abord, il faut que la transition technologique, il faut que les militaires se mettent à parler. Il faut. Il faut que ça soit divulgué, on en a besoin aujourd'hui. On tourne en rond. Aujourd'hui, là, j'ai partagé récemment sur mon page Facebook quelque chose sur le nucléaire. Alors là, je vais vous parler un petit peu du nucléaire, mais vous allez voir à quel point on en est, hein. On ne nous dit pas tout, vraiment, hein. Donc il y a le CRI-IREM, qui est un laboratoire qui fait des mesures électromagnétiques, c'est des professionnels, hein, et qui agissent pour le compte du nucléaire ou pour toutes les sciences et technologies, les systèmes électroniques, l'électronique de puissance, des choses comme ça. Donc on mesure la nuisance du champ électromagnétique et puis on fixe des seuils, voilà, et puis on donne des conseils. C'est un laboratoire avec des gens à bac+8 souvent, des gens très très savants. Et au Nigeria, donc sans être très savant, au Nigeria, l'extraction de l'uranium dans les mines, bah, ça fait des boues radioactives. Et ces boues, ils ne savent pas trop les mettre, ils les mettent en plein air, voilà. Et donc ces boues radioactives contaminent les poussières. Et quand on rend des poussières radioactives, bah, 6 mois à 1 an après, vous retrouvez ces poussières radioactives liées à l'exposition des boues en plein air bah, chez nous. C'est-à-dire que ça pollue l'ensemble de la planète. Quand vous avez vous le voyez, hein, des fois on a des poussières du Sahara qui viennent se déposer sur les pare-brises, des fois on a les pollens, etc., qui viennent aussi se poser sur nos pare-brises et qui viennent de plus de 2000 km d'ici, quoi. Ou 1000 km, quoi. Donc toute pollution à tout endroit de la planète revient à celui qui est la cause, en fait. Donc nous, on fonctionne au nucléaire aujourd'hui, et donc on a besoin d'uranium, et donc bah, on est en train de saccager le Nigeria. Alors ils ont détecté le problème, ils ont réfléchi au problème, donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre 2 mètres d'argile par-dessus. Comme ça,
il n'y aura plus d'émissions de poussière radioactive dans l'air. Sauf que, il y a un truc qu'ils n'ont pas fait, qu'ils ne vont pas faire, c'est qu'en fait, quand il va pleuvoir, eh ben, la radioactivité, l'eau de pluie va devenir radioactive et va finir dans la nappe phréatique du Nigeria. Et les eaux vont devenir progressivement non utilisables par la population. C'est-à-dire la population, en buvant l'eau, va devenir malade. Voilà, elle va attraper des cancers liés à la radioactivité. Voilà ce qui va se passer. Donc on est en train de foutre en l'air le Nigeria pour notre confort technologique faible en émissions de CO2. Voilà. Aujourd'hui, c'est la situation actuelle. Parallèlement à ça, j'ai pu voir sur Thinkerview, qui est une super chaîne que je vous conseille, le témoignage qui a duré 2 heures de l'ex-PDG d'EDF, qui, au cours de sa carrière, a dû faire face à des challenges techniques complexes avec des ingénieurs et des savants de haut niveau, des gens pas nombreux en France ou sur Terre, et qui devaient relever le challenge technique des déchets nucléaires, faire des centrales nucléaires qui n'ont plus besoin d'uranium, parce qu'on a des militaires sur place au Nigeria pour faire respecter notre part du gâteau en uranium. Faut le savoir. On envoie les... Comment ça s'appelle? C'est les... J'ai oublié. Mais enfin, c'est un corps de l'armée étrangère qui est sur place pour assurer notre part du gâteau qu'on nous donnera bien de l'uranium. Donc c'est des coûts militaires, c'est de la pollution, c'est que du négatif. Mais c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment faire de l'énergie propre disponible pour tout le monde, vu le nombre qu'on est. Donc, chez EDF, ils ont pris ça très au sérieux. Ils savent le mal qu'ils font et ils savent les challenges techniques qu'il faut relever. Ce n'est pas des gens qui délibérément détruisent la planète pour l'énergie. C'est qu'ils essaient d'apprendre à faire mieux. Donc, ce projet, c'était le projet des centrales nucléaires à sel fondu, qui utilisent comme combustible les déchets de nos centrales nucléaires. C'est-à-dire qu'il y a un résidu, après, lorsque le barreau d'uranium a été consommé, le barreau d'uranium s'est transformé, il n'est plus utilisable dans les centrales conventionnelles, mais donc on stocke ce déchet, mais en fait ce déchet nucléaire est réutilisable. Donc on peut réutiliser cet uranium qui est le déchet et le réinjecter dans des centrales nucléaires à sel fondu. Alors l'avantage des centrales nucléaires à sel fondu, c'est on supprime le problème de risque nucléaire, contrairement à nos centrales actuelles, c'est-à-dire on peut les arrêter rapidement. En moins d'une heure, la centrale est arrêtée. S'il y a un problème, on appuie sur le bouton et la réaction s'arrête. Contrairement à actuellement où il faut sur-refroidir le réacteur pour arriver à stopper la réaction en chaîne de fission nucléaire. Là, les sels fondus, c'est différent. Les sels fondus, on peut arrêter beaucoup plus rapidement la réaction. Donc, un avantage de taille. Deuxième avantage, on consomme des déchets radioactifs. On consomme pour faire de l'électricité. Donc certes, il y a un déchet résiduel encore, mais on devient autonome, c'est-à-dire on arrête de faire de l'extraction minière qui détruit des pays. Voilà, c'est quand même un gros avantage. On a toujours des déchets nucléaires, mais moins, mais d'après ce que j'avais entendu, ils étaient plus radioactifs, plus longtemps, mais moins nombreux. Et c'est finalement plus facile de maîtriser un déchet radioactif qui a un faible volume, malgré qu'il soit très radioactif, plutôt que d'avoir des grands volumes radioactifs, mais trop radioactifs pour la vie, quand même, et qui, même s'ils sont de moyen terme ou de court terme, c'est assez compliqué à gérer finalement, parce que le volume fait que c'est problématique, parce qu'il faut trouver des lieux. Et plus on gère une quantité de personnel, plus on a d'usines à gérer, plus le risque d'erreur augmente en fait, plus le danger augmente. Donc ils ont fait dans le nucléaire, ils ont fait des vilaines choses. Ils ont mis des fûts dans le fond de l'Atlantique. On a ce qu'on appelle des bombes à retardement. On a des bombes à retardement dans le fond de la Manche. C'est-à-dire ils ont mis des bidons remplis de déchets nucléaires dans le fond de la Manche. Et quand ces bidons se seront corrodés, la radioactivité va se libérer dans l'eau. Et c'est du vilain nucléaire. Ça là, c'est du très radioactif. Donc ça c'est un drame, parce qu'une fois que c'est au fond, par 2000 mètres de fond, vous n'irez pas les chercher, vous n'irez pas les chercher, c'est certain. Donc c'est vrai que la masse d'eau dilue la radioactivité, c'est vrai, mais les bidons ne sont pas encore percés, mais ça va arriver. C'est une question de temps. Donc on ne sait pas quand, on sait dans 10, 20, 30, 40 ans, mais ça va se produire.
et à moyen terme, hein, pas à très long terme. Donc voilà, ils ont fait des bêtises du début, quoi. Il y a longtemps qu'ils les ont mis, ils le font plus, mais il y a des tas de bêtises qui ont été faites pour notre confort, mais on nous en a pas parlé. Nous, consommateurs d'électricité, on nous a pas dit, on nous a pas demandé notre avis. Est-ce que vous êtes d'accord pour avoir plus d'électricité moins cher en échange de la destruction du Nigeria, etc. On nous a pas demandé notre avis. Eux, ils ont fait ça dans leur coin. Donc c'est terrible, donc c'est beaucoup, beaucoup d'inconscience. Donc c'est vous dire à quel point au niveau technologique, ben, alors ce projet EDF, eh bien, il a abouti. Les centrales ont été validées, ça a fonctionné. Donc là, il y a eu une centrale, hein, la Salle Fondue, qui a été construite, une centrale expérimentale de petite puissance, donc qui ne satisferait pas nos besoins en termes d'énergie. Donc le projet, une fois que alors, ils étaient heureux, hein, le patron d'EDF, ils ont fait un challenge technique, les études ont duré pendant 15 ans, enfin ça a été très long. Mais ils ont abouti, ils avaient pas beaucoup de budget et ils ont quand même réussi. Et quand ils ont voulu présenter ça au gouvernement, bah, on a réussi, ça y est. Le sel fondu, ça fonctionne. Voilà les avantages, voilà les petits inconvénients encore qu'on a à résoudre, qui ne sont pas encore résolus, mais qui c'est mieux que ce qu'on a. Et ben le gouvernement, il a fait non. C'était la période antinucléaire des écolo-bobos qui disaient non au nucléaire à juste cause. Parce que toutes les technologies, d'une manière générale, quand elles sont sujets à controverse, c'est que c'est pas encore au point. Par exemple, les éoliennes sont sujets à controverse. Ça tue les oiseaux, ça fait des ondes électromagnétiques qui gênent les militaires au niveau des systèmes radars, ça fait la mamite sur les vaches, les élevages au niveau du lait, les vaches à lait, elles ont des problèmes de santé à cause des éoliennes, donc il faut être suffisamment loin, donc quand je dis loin, c'est plus d'1 kilomètre, si c'est des très puissantes, ouais, voilà. Alors, il y a un problème de blindage. Il faut que les transformateurs soient blindés sur les éoliennes. Même tous les systèmes d'énergie d'ailleurs, que ce soit solaire ou éolienne, il faut que les transformateurs soient blindés. Sinon, on a aussi des problèmes sur les vaches. Il y a tout un tas de problèmes avec les éoliennes. Il y a aussi l'aspect sécuritaire au niveau automobile. Quand vous voyez une éolienne sur le bord de la route, bah, vous regardez l'éolienne plutôt que de regarder la route. C'est sujet à accident. Ah, alors certes, on récupère de l'énergie à partir du vent, et puis on a aussi le problème de l'enfouissement des pales en polyester qui sont usées, qui sont micro-fissurées, enfin, qui ont fait leur temps, qui sont fatiguées. On ne sait pas les recycler. Autour des éoliennes, il y a aussi le problème des éoliennes, c'est-à-dire quand l'agriculteur, bah, il veut plus... disons que par exemple, si EDF ne veut plus verser le loyer à l'agriculteur pour une raison X ou Y, et ben, il se retrouve avec une éolienne à démanteler. Et on ne peut pas démonter tout parce que le gros socle en béton armé à la ferraille, qui est immense, hein, il fait, je sais plus, il fait 30 mètres de diamètre, et puis ça fait 5 mètres d'épaisseur, je crois. C'est une grosse plaque de béton au milieu du champ. Bah, ça, on ne peut pas l'enlever. Donc toutes ces énergies-là, c'est des énergies de transition. C'est pas des énergies d'avenir long terme. C'est dans le but de réduire. Mais en fait, le gouvernement, il avait la solution. Il avait les centrales nucléaires à ciel fondu. Et il les a refusées parce que c'était politiquement pas la période d'accepter. Parce que les écolo-bobos qui n'étaient pas des techniciens suffisants, qui voyaient que le côté sombre des choses et puis qui faisaient pas la part des choses et puis qui étudiaient pas, dès qu'ils voyaient un inconvénient, ils étaient en opposition. Oui, mais aujourd'hui, c'est pire, en fait. Et ces écolos antinucléaires nous ont plongé dans une situation encore pire qu'aujourd'hui, quoi. Donc, au point qu'on bah, on est en manque d'énergie, quoi. Donc, je dirais que dans une société, ce qui prime en premier, c'est l'équilibre social. Donc, si vous vous mettez à tout d'un coup à plus fournir autant d'énergie qu'avant, bah, vous créez des déséquilibres sociaux sur le coût de l'énergie partout. Enfin, il faut s'inscrire dans la stabilité, c'est très important. Donc, malheureusement, aujourd'hui, il y a des politiques qui prennent des décisions, pas pour des raisons techniques, mais pour des raisons uniquement d'intérêt personnel politique. Angela Merkel en est un bon exemple, quand elle a pris la décision antinucléaire pour tout son pays, savait qu'elle allait plonger dans le chaos économique son pays. Elle savait que les solutions techniques, parce qu'elle est technicienne, elle a fait des études comme moi, et elle savait que bah, les solutions d'énergie renouvelable proposées n'arriveraient pas à combler le besoin énergétique. Voilà. Donc,
Et c'est des politiques qui sont pas au service du peuple, mais au service d'eux-mêmes. Mais le peuple a une influence sur ces décisions. Si plus le peuple se comporte de manière inexpérimentée techniquement et bête, et plus il pousse le politique à être bête. Voilà. Et les gens que vous voyez faire la révolution antinucléaire, etc., quand vous consultez leur niveau technique, bagage technique et intellectuel, vous vous rendez compte qu'ils ont à peine le bac. Pour la plupart, et puis il y en a quelques-uns, non, mais qui sortent des intérêts personnels, etc. Enfin, voilà, s'il y a bien, enfin, c'est pas normal qu'on ne puisse pas faire confiance à des gens comme EDF. C'est important qu'il y ait une influence comme ça, qui disent, bah, qu'on dénonce un peu, que les lanceurs d'alerte et la liberté de parler, c'est important. Ça motive, par exemple, un PDG comme EDF, il a été motivé à développer son projet, à chercher les budgets, sur l'argumentaire que des gens dénonçaient. C'est un poids de motivation. Mais cet homme-là, c'est pas une personne mauvaise, il voulait pas intentionnellement détruire la vie sur Terre. C'est juste que c'est une espèce de spirale économico-industrielle qui se referme un peu sur les gens parce que en fait, beaucoup de gens génèrent de l'intérêt personnel pour les choses et ça crée du dysfonctionnement en fait. Cette manière de penser pour ses intérêts, ça crée beaucoup de dysfonctionnement dans les sociétés. Et il faut pas penser, faut penser pour soi et pour l'ensemble. Et c'est souvent le et pour l'ensemble qui est oublié. Donc voilà, c'était une parenthèse. Donc c'est pour vous dire qu'à quel point on est dans la mélasse aujourd'hui, techniquement. C'est que les technologies qui ont été divulguées par les extraterrestres, mais qui sont des humains comme nous, hein, parce qu'en fait, ce que vous peut-être vous ignorez, c'est que l'espèce humaine est répandue beaucoup dans la galaxie. Il y a d'autres espèces, mais ça fait partie des espèces qui s'adaptent bien à un peu tous les climats et tous les différents environnements qu'on peut trouver au sein de la galaxie. Donc et on se reproduit assez vite, hein. Même si, voilà. Et donc, on a des extraterrestres qui sont totalement humains comme nous, avec parfois des petites différences physiques, hein. C'est un petit peu, même dans notre pays, même sur la planète, nous avons des différences physiques en fonction des régions, hein. Vous avez le type américain, vous avez le type anglais, vous avez le type chinois. euh, voilà, vous avez aussi le type français. Il y en a où vous regardez, vous voyez leur tête, vous savez de quelle est leur nationalité, quoi. Donc, bon, sur les autres planètes aussi, bon, il y a des petites variations génétiques d'adaptation qui se sont faites par rapport à leur soleil, qui brille plus ou moins fort. Parfois même la couleur de peau est affectée. Certains ont la couleur bleue, etc. Alors j'en ai jamais vu, hein. Mais quand on récupère tous les témoignages, il y a des petites différences physiques, voilà. Donc parfois même des différences génétiques à l'intérieur qui sont faites, mais toujours l'aspect humanoïde, très ressemblant à nous finalement. Donc c'est ces gens-là souvent on parle des Pléiadiens, qui, ont, qui sont les plus ressemblants à nous. Euh, Moi, je pense que si j'en voyais un, je le reconnaîtrais. Parce que d'après les images qui ont été données, c'est le type nordique, grand blond, et puis avec des visages assez parfaits, des choses comme ça. Mais je pense que j'aurais aucun mal à en reconnaître, mais j'en ai jamais vu. Mais ils ont fait de la divulgation technologique. Ça a été bloqué par les militaires. Quand je vous dis c'est bloqué par les militaires, par exemple, moi, si je faisais une invention demain qui résolvait les problèmes d'énergie, je serais bloqué par les militaires. Si je voulais déposer le brevet, au moment où je déposais le brevet, ils sont informés. Et tous les militaires lisent tous les brevets. Par contre, nous, on a le devoir de déclarer si on fait un armement ou si ça concerne l'armée. Ça, déjà, on a un acte qui vise à. Mais alors, je dis si les militaires lisent tous les brevets, peut-être pas, parce qu'ils n'ont peut-être pas trop le temps de tout faire, vu leur faible effectif, mais en tout cas, dès qu'on touche à l'armement, on doit le déclarer au niveau des brevets. Et donc, en tout cas, tous ceux qui sont déclarés ayant un lien potentiel avec l'armée, euh, voilà, sont pris. Donc, si je fais un système énergétique, de toute façon, ça sera bloqué par l'administration de l'INPI. Ils verront que ça, c'est un domaine qui touche à l'armée. Et tout de suite, ils corrigeront l'erreur, vous ne l'avez pas déclaré, etc. Donc, tout est très filtré finalement. Donc on ne peut pas créer des systèmes d'énergie et résoudre les problèmes. Il faut passer par l'accord des politiques, il faut passer par la divulgation, il faut passer par tout ça, et il faut que les militaires lâchent le truc et puis qu'ils mettent les politiques dans la panade pour que finalement ils acceptent qu'on résout nos problèmes. Parce que là aujourd'hui on est à la panade. On va mettre en place des technologies d'énergie non renouvelable, mais qui ont une durée de vie finalement faible.
hein. Les panneaux solaires, c'est garanti 25 ans dans le meilleur des cas. Bon, au bout de 50 ans, ça va plus produire grand-chose, hein. Ça, on le sait, hein. Ça ne fait que diminuer avec le temps. Ça coûte très cher. L'impact environnemental n'est pas négligeable. Quand ça coûte cher, c'est qu'il y a un impact environnemental. Vous pouvez, si c'est cher, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'impact. Si c'est pas cher, il n'y a pas beaucoup d'impact. Voilà. C'est aussi simple que ça, puisqu'aujourd'hui, on ne sait pas faire de l'énergie sans impact. Donc il peut y avoir beaucoup de main-d'œuvre, mais on sait que les panneaux solaires, c'est pas beaucoup de main-d'œuvre, hein. C'est beaucoup d'automatisation, beaucoup de choses comme ça. C'est très technologique, il n'y a pas beaucoup de main-d'œuvre. Donc le prix n'est pas lié à une forte main-d'œuvre. Donc on est vraiment sur des technologies à impact au moment de les créer. Et comme ça ne dure que 25 à 50 ans, les éoliennes, c'est pire, hein, en termes d'entretien, hein. Donc il y a un impact environnemental lourd, hein. Faire une centrale nucléaire, les poteaux des éoliennes, c'est 10 mm d'épaisseur l'acier. Ces trucs, c'est comme des sous-marins. Enfin, c'est pas aussi épais qu'un sous-marin, mais c'est super lourd, quoi. Donc toute cette extraction minière, il faut la sortir, hein, pour faire des mâts d'éoliennes. Et puis c'est de l'acier, ça rouille, hein, faut les repeindre, hein. Alors, et puis c'est pas parce que ça fait 10 mm que jamais ça pourrira, hein, parce que vous voyez des camions qui ont des châssis très épais, et puis vous voyez, ça pourrit comme du millefeuille, hein, c'est pas un problème, hein. Donc, selon s'il y a des additifs d'alliage anti-corrosion ou pas dedans, dans l'acier, en général, on ne prend pas de l'acier très très haut de gamme, hein, forcément, vu la quantité, pour le prix. Donc voilà, on est dans la panade, hein, vraiment. On a besoin de ces technologies extraterrestres. Et il faut qu'il y ait que l'industrie qui a fait des investissements, il faut que ça se fasse en douceur, ça c'est certain. Ça ne peut pas être brutal, mais il faut que ça se libère, quoi. Voilà. Alors, créer de la matière, créer de l'énergie à partir du vide, en fait, en gros, c'est ça, hein. C'est créer de l'énergie soit avec de l'antimatière, soit à partir du vide, par des phénomènes électromagnétiques, micro-ondes, sons, ondes acoustiques, etc. On arrive à déstabiliser l'atome et à lui faire lâcher de l'énergie, quoi. En gros, c'est ça. Depuis l'énergie du vide. Enfin, c'est les principes, quoi. En gros, c'est ça. C'est soit à base d'antimatière, soit entre matière et antimatière, il y a des fortes réactions électriques. Donc on peut produire de l'énergie. Et puis pour l'extraction de l'énergie du vide, entre les atomes, il y a des vides, comme des mini-trous noirs, et on peut en extraire de l'énergie de manière infinie, sans tout casser, tout détruire tout autour de la vie, quoi. Mais c'est compliqué. Ça demande des milliers d'années d'évolution. Il y en a nous, on n'a pas assez de. On a besoin d'évoluer rapidement sur Terre parce qu'on a un temps limite. Ça fait à peu près la 5e fois qu'il y a une civilisation sur Terre. À chaque fois, sur Terre, on a des problèmes de stabilité de climat qui fait que on est absent parfois pendant 2000 ans, par exemple. Je ne sais pas estimer, mais euh, sûrement vous voyez de la poussière dans votre appartement qui apparaît tous les jours, et puis si vous ne le faites pas pendant longtemps, ça finit par faire une certaine épaisseur. Bon, si on peut faire une petite équation basée sur la poussière qui s'accumule, multipliée et en déduire le temps qu'il a fallu pour faire 2 mètres de poussière qui vont finalement se transformer en terre, en terreau, où des plantes vont se mettre à pousser, pareil, par accumulation de tout ce qui peut voler dans l'air et puis qui retombe au sol. Bon, en Italie, là, ils ont récemment creusé, il y a un particulier qui a creusé, et il est tombé sur une fresque, après avoir enlevé 2 mètres de terre. Donc la fresque est d'époque, hein. C'est très très ancien, c'est très vieux. Et c'est des technologies de faïence qu'on utilise même encore aujourd'hui, mais c'est un peu coûteux, hein. Ces petits carrés de 15 mm là, qu'on colle les uns à côté des autres pour faire des dessins, des fresques. Donc c'est une technologie qui, c'est pas ça rien de nouveau, mais on est très surpris de voir que ça a existé dans le passé lointain, il y a plusieurs milliers d'années, et donc manifestement, il y avait une civilisation avec le même niveau d'évolution qu'aujourd'hui qui faisait des fresques au sol. Voilà. Et c'est très intéressant. Et donc, il y a eu, c'est-à-dire que s'il y a eu 2 mètres de terre qui s'est accumulé sur cette fresque, c'est qu'en fait, on a été absent. On était absent pendant très longtemps. Et puis, on est revenu. Et à nouveau, on a une activité industrielle. Donc, si on est absent très longtemps, c'est probablement parce que le climat ne permettait plus de vivre dans cette zone-là. Donc, dans cette zone de l'Italie, le climat était invivable.
Et donc, alors pourquoi est-ce qu'on n'était pas là? Est-ce qu'on a été exterminé par la maladie ou la guerre ou le climat qui était invivable? Tout ça est possible. Mais du point de vue de toutes les sciences qui étudient le sol et notre histoire, les pyramides, les choses comme ça, ben, on se rend compte que c'est à peu près la 5e civilisation qu'on a sur Terre et qui est en échec. À chaque fois, ça se finit mal pour nous. Donc, ben, c'est pour ça que l'enjeu environnemental, ben, de plus en plus de gens dans la population, enfin, disons dans les plus scientifiques, on est capable de prédire encore notre fin de destinée. Et là, le comble de l'histoire, c'est que pour une fois, on est aidé. D'ailleurs, par le passé, il y a eu aussi une aide, mais peut-être pas une aide, peut-être l'inverse, hein, on ne sait pas trop. Mais parce que pour construire les pyramides, il fallait quand même un peu plus que des bras forts, hein. Il fallait quand même de la sacrée technologie. Euh, mais pourquoi est-ce que... Alors, je peux pas vous dire pourquoi exactement on a disparu et revenu. Mais aujourd'hui, la question se pose, hein. Est-ce qu'on va pouvoir perdurer dans le temps? Est-ce qu'on sera encore là dans 1000 ans? C'est pas sûr. Donc, ben, si on se met pas à faire de l'énergie propre, c'est certain qu'on sera plus là dans 1000 ans. Ça va mal se passer. Donc bah là, on a une opportunité, c'est-à-dire la divulgation a été faite, ça reste secret dans les cartons militaires, mais bah, il va falloir pas en faire des armes pour se tirer dessus, mais plutôt bah, construire la paix, quoi, et résoudre les conflits autrement que par les armes, quoi, parce que les armes ça détruit et c'est pas le but. Voilà. Donc je vous ai parlé un peu de tout, orbe, mais tout ça est lié, hein. Ufologie, énergie, pollution, environnement, tout ça c'est très très lié en fait. Et la solution, elle est dans la divulgation. Voilà. Et la divulgation, moi j'ai pas encore de choses très claires. Il y a des gens qui ont fait taire. Il y a des gens qui ont eu des contacts rapprochés avec des explications et des divulgations, mais on leur demande de se taire. Voilà. Sous menace physique. Donc bah, ils obéissent parce qu'ils ont de la famille, parce que voilà, il y a des choses qui leur tiennent à cœur, donc ils s'y accrochent. Donc ils obéissent, mais cette obéissance, il faut la libérer et il faut la cadrer, quoi. Faut pas que ça serve à faire des armes. Ils font déjà des armes à énergie, hein, ça existe déjà. On fait des lasers à haute puissance qui peuvent détruire l'ennemi. On fait déjà ça. Avec de l'énergie électrique, on fait déjà des vilaines choses. Donc, mais c'est pas le but. Voilà. Le but, ce serait quand même que le travail de communication qui a été fait entre les extraterrestres et les militaires, c'est un peu logique que les extraterrestres rentrent en communication avec la hiérarchie, parce qu'on est sur un système très pyramidal sur Terre, donc il faut pouvoir mettre tout le monde d'accord avant d'avancer. Et puis ça s'organise. Faut pas non plus mettre en péril l'industrie et créer des désordres économico-social. Voilà, et donc c'est important. Donc ça se fera dans la lenteur et dans la progression. Mais aujourd'hui, je vous dis, hein, tout le monde n'a pas. Pour vous donner une idée, si vous voulez passer en énergie solaire pour votre maison, si vous avez un compteur 6 kW EDF et que vous voulez passer en solaire, vous installez 9000 kW de solaire sur votre maison et vous ne serez autonome qu'à 60%. Sauf si vous avez une maison bioclimatique en paille qui nécessite aucun chauffage l'hiver ou quasiment rien et que vous êtes au top du top. Voilà. Mais ça, c'est très peu de maisons en France sont comme ça. Donc, pour des raisons de budget, on réutilise les bâtiments existants, c'est logique. Et le temps de transformer toutes les maisons en maisons bioclimatiques en France, il se passera plusieurs siècles, je vous le dis. Ça se fait pas en 5 minutes. Ça va être plusieurs milliers d'années. Je dirais qu'il faudrait au moins 1000 à 2000 ans pour remplacer toutes les maisons et les faire passer en très haute performance énergétique. Parce qu'en une génération, bah, vous avez quoi 2-3% de gens qui achètent des maisons neuves. Et parmi en plus ceux qui achètent des maisons neuves, il y en a qui les achètent un parpaing. Donc en fait, vraiment, ceux qui font des maisons bioclimatiques aujourd'hui, c'est moins d'1% de la population. Bon, 1%, c'est une maison par vie, ça fait 100 ans. Donc sur
Vous faites le calcul de pourcentage et vous comprenez qu'au bout de 1000 ans, on n'a pas fini de tout remplacer les maisons. Voilà. Donc, d'abord, il faut beaucoup de ressources et il faut produire beaucoup de blé pour faire de la paille et pour faire les maisons en paille. Donc, c'est assez long. Voilà. Bon, il y a la mousse d'hydrogène qui pourrait être. Bon, et c'est déjà utilisé hein, dans le bâtiment, mais c'est pas un matériau d'avenir. Disons que pour faire les petits joints, les choses comme ça va, mais pas pour faire des murs. Donc il y aura peut-être des choses nouvelles, mais bon, ça va être long. Voilà, c'est pour vous dire. Donc c'est pour ça que ces technologies là, ces petits générateurs d'énergie électrique non polluants, on en a beaucoup besoin en fait. Et juste pour notre quotidien, se chauffer l'hiver, des choses comme ça. Voilà. Donc s'il y a des militaires, des gens qui ont envie de parler dans l'armée, qui n'ont plus rien à perdre et qui veulent libérer leur conscience, c'est la bonne période, je pense. Voilà. Au revoir.